D'accord. Alors, regardez. Vous avez là une bactérie. Et à la même échelle, une cellule a un vrai noyau. On appelle ça une cellule eucaryote. Veut dire vrai. Vrai noyau. Vous voyez? Le noyau, c'est tout ça. Ok. Ah oui, c'est gros. Vous voyez? C'est une jeune cellule. Hein. Les jeunes cellules ont un gros noyau. Vous voyez? Donc, c'est un monde à côté de la bactérie. Alors, Mhm. comment ces cellules sont nées? Elles sont nées il y a à peu près 1,6 milliard d'années. Et on pense qu'elles sont nées un peu de cette façon. Est-ce que vous voyez là? Oui, oui, à peu près, oui. Oui. Alors là, la bactérie d'origine. Alors, le mésosome s'est ramifié, la capsule a disparu, la cellule a gonflé, le mésosome s'est ramifié pour faire un réseau de membranes dans le cytoplasme qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Ça fait une espèce d'appareil circulatoire pour la cellule. Et puis, vous voyez, là, la cellule, devenue grosse, a incorporé une bactérie aérobie. Pourquoi faire? Eh bien, pour respirer. Et cette bactérie aérobie, elle est devenue ce qu'on appelle une mitochondrie. Regardez, là, dans le cytoplasme, il y a des, corpuscules ronds, vous voyez là, Mhm. des corpuscules ronds, qui sont des mitochondries. Les mitochondries sont d'anciennes bactéries aérobies qui ont été incorporées pour assurer la respiration de la cellule entière. Alors le noyau contient tout l'ADN de la cellule. Alors il y en a beaucoup d'ADN. Dans une cellule, par exemple une cellule humaine, vous avez à peu près 1 mètre d'ADN. Alors dans une bactérie, vous en avez 1 millimètre. Il y en a 1000 fois plus. Alors naturellement, ça complique, parce qu'il ne faut pas qu'il s'en mêle, tout cet ADN. Ça fait un très long fil. Alors d'abord, il est coupé en plusieurs morceaux. Et puis, ces morceaux d'ADN s'enroulent autour de petites bobines qui sont faites de protéines, qui s'appellent des histones, peu importe, des protéines spéciales. 2 tours, 2 tours, 2 tours, 2 tours. Ça fait comme un collier de perles. Et ce collier de perles va ensuite se replier sur lui-même. Ça fait que l'ADN ne s'en mêle pas. Dans les cellules humaines, il y a 46 morceaux d'ADN par cellule. 46 morceaux. Donc chaque morceau fait à peu près 2 cm. 2 cm à peu près, hein, quelques centimètres. En fait. Et comme c'est bien enroulé, ça ne prend pas de place. Voilà donc pour ces cellules eucaryotes. Alors, ces cellules eucaryotes, elles vont se développer dans ce qu'était l'eau de l'époque, l'eau de mer de l'époque, évidemment. Ça va donner des petits animalcules, des petites algues. Alors, les algues, elles sont chlorophylliennes. Pourquoi? Parce que, outre les bactéries aérobies, elles ont incorporé des bactéries photosynthétiques aussi, qui donnent ce qu'on appelle les chloroplastes dans les cellules végétales. Voici une cellule végétale. Je vérifie. Voici une cellule végétale. Là. Dans les cellules végétales, vous voyez, elles ont une enveloppe de cellulose rigide. La membrane plasmique la double. Elles ont de grandes cavités pleines d'eau, de liquide, on appelle des vacuoles, qui sont vacuoles, veut dire vides, pleines de liquide. Et puis il y a le noyau là, et le cytoplasme autour. Et dans le cytoplasme, vous trouvez, outre des mitochondries, vous trouvez des corps de forme un petit peu aplatie, lenticulaires. Au microscope, ils sont verts. Et c'est les chloroplastes. Ils contiennent la chlorophylle. Voilà. Alors les cellules végétales,
Évidemment, elles peuvent faire la photosynthèse, donc elles sont autonomes. Elles peuvent se nourrir toutes seules dans l'eau de mer. Il leur suffit de quelques sels minéraux, la lumière du soleil, et elles vivent. Tandis que les cellules animales, elles ont besoin de s'approprier des molécules organiques sous la forme souvent de petites proies qu'elles capturent. Elles ne peuvent pas faire autrement. Elles mangent. Il faut qu'elles capturent des petites proies, qu'elles les digèrent pour vivre. Voilà comment donc la vie eucaryote a commencé il y a 1,6 milliard d'années. À cette époque, il y avait de l'oxygène dans l'air, parce que depuis le temps que les bactéries photosynthétiques faisaient de la photosynthèse, elles avaient rejeté dans l'atmosphère suffisamment d'oxygène pour que les cellules eucaryotes, ensuite, animales, puissent respirer. Donc, il y avait de l'oxygène, elles pouvaient respirer. Alors, que sont devenues ces cellules après? Eh bien, elles ont développé une sexualité spéciale. Il faut dire que ces cellules, pour se diviser, il faut d'abord que je vous parle de la division de ces cellules, parce que c'est quand même un problème. Je vous ai dit, il y a 46 morceaux chez l'homme. Les espèces, c'est quelques dizaines de morceaux. Ces morceaux d'ADN, on les appelle des chromosomes, parce que quand ils se condensent bien, on les voit bien au microscope. Étant donné qu'ils contiennent de l'acide, des oxynacides, on peut les colorer assez facilement, on les voit bien colorés. Chromos, ça veut dire couleur. Soma, corpuscule. Corpuscule, coloré. On les voit bien. Et on s'aperçoit alors que dans chaque cellule, pour la même espèce, il y a le même nombre de chromosomes. Et chose curieuse, ces chromosomes sont semblables 2 à 2. Si bien qu'on peut les compter par paires. On dira chez l'homme, par exemple, il y en a 23 paires. La paire numéro 1, c'est des grands chromosomes, la paire numéro 22, c'est des petits chromosomes, mais chacun a sa morphologie particulière, on les reconnaît, on peut les reconnaître. Alors ces cellules, pour se diviser, il y a un problème quand même, parce que pour se diviser, l'ADN, vous savez, l'ADN, il peut se répliquer facilement. Il y a 2 brins, les brins se séparent, et puis chaque brin sert de modèle pour fabriquer l'autre brin, et ça fait 2 molécules identiques. Vous êtes d'accord? Bon, on appelle ça la réplication de l'ADN. Mais ensuite, pour envoyer chaque copie du bon côté et ne pas se tromper, il y en a 46 morceaux quand même, c'est pas facile. Alors, il y a tout un rituel qui s'est formé, qui s'est développé et qui s'est figé et qu'on appelle la mitose. Mitose. On appelle mitose, ça vient du grec mitosis qui veut dire filament. Pourquoi? Parce que quand la cellule eucaryote veut se diviser, elle condense son ADN. Vous savez, le collier de perles, il se contracte pour tenir le moins de place possible. Il se contracte. Et alors, on le voit apparaître. On voit apparaître des bâtonnets. Ils font 2-3 micromètres de longueur, de plus. Des bâtonnets. Et c'est là qu'on les appelle chromosomes. Et alors, ces bâtonnets, quand la cellule prépare sa division, l'ADN est déjà dupliqué. Il est déjà dupliqué. Alors, les bâtonnets, ils sont doubles. Ils sont comme ça. Ils sont doubles. Vous voyez, ils sont doubles. Déjà. Chaque bâtonnet. Il y en a 46. Ils sont doubles. Chez l'homme, 46. Ils sont doubles. Et ils sont collés, les 2 bâtonnets sont collés en un point, ici en un point, qu'on appelle le centromère. Centromère, méra, ça veut dire corpuscule, central, corpuscule central. Voilà, ça veut dire de plus. Comme ça. Dans le centromère, il a la propriété de fabriquer un petit tube. Je vous ai dit qu'il y avait des protéines qui pouvaient s'enrouler en spirale, très serrées, qui formaient un tube. Un petit tube, un tubule, un microtubule. Le centromère a la propriété de fabriquer un microtubule. Alors un tubule va partir de là, un autre de là. Alors le noyau s'ouvre, la membrane du noyau s'efface, ces chromosomes sont tous comme ça dupliqués, et le centromère commence à fabriquer un microtubule.
pendant ce temps, ici, vous voyez, il y a un petit corpuscule qu'on appelle le centrosome. Attention, zome, le centrosome. Soma, corpuscule central. Le centrosome, lui, se divise en deux, donne deux centrosomes, un ici et un là. Ils vont se séparer. Et c'est eux qui vont guider le mouvement des chromosomes. Ils vont former eux aussi des microtubules qui vont se rejoindre et former un faisceau, un fuseau comme ça. Alors les chromosomes vont se retrouver pris au milieu de ce fuseau. Comme ils produisent eux-mêmes des microtubules, les microtubules vont venir s'insérer là vers les pôles. Et brusquement, quand tous les chromosomes sont en place, brusquement se déclenche l'ascension des chromosomes. Les centromères se divisent. Les deux demi-chromosomes, on les appelle les chromatides, se séparent. Et comme ils sont des tubules, ils vont être tirés par leurs microtubules vers les pôles. Vous voyez? Et comme ils partent tous en même temps, chacun d'un côté opposé, il n'y a pas d'erreur possible. Chaque copie va aller d'un côté ou de l'autre. C'est pas possible qu'elle aille du même côté, puisque les microtubules vont les tirer en sens opposé. Donc, vous voyez, comme ça va tirer, et hop, chaque lot de chromosomes va se retrouver comme ça. Vous vous rendez compte, c'est un dispositif extrêmement précis qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. À moins qu'un chromosome se décroche de son microtubule. Dans ce cas, c'est un accident. Ça peut arriver, bien sûr. Ça peut arriver. Par exemple, quand il naît un enfant trisomique, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la division qui était à l'origine de l'ovule, par exemple, le petit chromosome numéro 21 qui est tout petit, il s'est détaché et au lieu de migrer, il est resté à côté de l'autre. Ça en a fait deux. Le spermatozoïde en a apporté un, ça en fait trois. Voilà, au lieu de deux, ça en fait trois. Trisomie 21. Vous connaissez, c'est les petits Mongoliens. Toutes ces malformations, un tout petit chromosome en trop, vous vous rendez compte? Bon. Voilà. Bon. Alors, cela dit, ces cellules eucaryotes ont mis au point également une sexualité particulière. Quand une cellule tenez, je vous raconte par exemple ce qui se passe dans une culture de paramécie. Les paramécies sont de grosses cellules eucaryotes animales qui sont des protozoaires. Elles se vivent seules, toutes seules, comme ça, elles sont isolées. Elles se nourrissent de bactéries, de petites choses dans les eaux croquissantes. Elles grossissent. Quand elles sont bien grosses, elles se divisent en deux. C'est une mitose normale, elles se divisent en deux. Et deux bactéries. Ça fait deux paramécies. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on les empêche de se rencontrer, par exemple, vous isolez les paramécies, dès qu'elles se divisent, vous les isolez, vous les empêchez de se rencontrer. Vous comptez les mitoses qu'elles font. Eh bien, ça peut aller jusqu'à 100 au maximum, mais pas plus. Au-delà, elles n'assimilent plus, elles ne se nourrissent plus, elles ne profitent plus. Bref, elles sont vieilles. Et elles mourraient si on ne les laissait pas se rencontrer. Alors, vous les remettez ensemble, elles s'accouplent deux à deux. Elles s'accouplent deux à deux. Leur noyau se divise en deux. Elles échangent un noyau, l'autre. Les deux noyaux, le noyau sédentaire et le noyau migrateur, fusionnent. Ça fait un nouveau noyau. Et voilà les paramécies qui repartent pour une vie nouvelle. Elles sont rajeunies. Voilà la sexualité, ce que représente la sexualité pour les eucaryotes. Un rajeunissement de la ligne. Qu'est-ce qui se passe? En fait, une cellule eucaryote qui prépare sa reproduction sexuée se divise en deux, mais pas n'importe comment. Elle met, je vous ai dit que les chromosomes sont semblables deux à deux. Elle met un chromosome de chaque sorte dans chaque cellule. Il y en avait 46 dans l'espèce humaine. Eh bien, dans chaque nouvelle cellule, il n'y en aura que 23. Un de chaque sorte seulement. Non pas deux, numéro 1, deux, numéro 2, deux. Non, un, numéro 1,
un numéro 2, un numéro 3. Un échantillon de chaque. On dit que ces cellules-là sont haploïdes. Haplos, regarde, veut dire simple. Le contraire, c'est diploïde, double. Elles ont un lot de chromosomes simple et non pas double. Et alors, deux cellules comme ça, haploïdes, s'unissent, une cellule mâle et une cellule femelle s'unissent, elles mettent en commun leurs 23 chromosomes pour l'espèce humaine de chacune, et ça refait les 46 chromosomes de la vraie cellule diploïde. Et ça repart pour un individu nouveau. C'est comme ça que ça se passe, la reproduction sexuée chez les eucaryotes. Donc, une phase de séparation des chromosomes en deux lots, une réduction du nombre de chromosomes, on appelle ça une réduction chromatique, puisque les chromosomes chromos, réduction chromatique, suivie d'une fécondation, d'une restitution du nombre diploïde des chromosomes. D'accord? Ça se passe comme ça, régulièrement. À chaque génération, il y a ça, ce remaniement-là, de chromosomes. Mais ça aurait des conséquences considérables. Parce que, imaginez qu'un spermatozoïde d'une espèce rencontre un ovule d'une autre espèce. Le nombre de chromosomes n'est pas le même. La forme non plus. Il ne pourra pas féconder cet ovule. Donc, cette forme de sexualité va faire en sorte que les espèces sont cloisonnées. Elles vont faire des lignées qui vont rester pures, qui ne pourront pas s'hybrider avec d'autres lignées. Contrairement aux prokaryotes, les bactéries, ça pourrait être n'importe comment, cette sexualité rudimentaire, ça allait à droite et à gauche. Là, non. C'est des lignées pures. L'espèce humaine va rester espèce humaine. L'espèce chat va rester espèce chat. L'espèce chien, espèce chien. Pas de mélange possible. C'est pas possible. Parce que les cellules, les gamètes, les cellules reproductrices sont spécialisées. Elles ont le nombre de chromosomes qu'il faut et la forme des chromosomes qu'il faut pour féconder des cellules de la même espèce et pas d'une autre espèce. Si par hasard une hybridation se faisait, comme par exemple dans le croisement du cheval et de l'ânesse, hein, le cheval et la jument, de l'âne et la jument, alors là, ce sont des espèces très voisines, la fécondation est possible, mais le mulet qui naît de cette union est stérile. Parce que lui, il ne pourra pas faire la division, la réduction chromatique ne pourra pas se faire. Les chromosomes ne sont pas identiques, absolument identiques 2 à 2, ça ne pourra pas se faire. Vous comprenez? Voilà. Alors, donc maintenant, les espèces sont bien distinguées. Elles sont bien distinctes chez les eucaryotes. Alors, ces espèces, que ça va donner? Bien, ces espèces, elles vont évoluer. Les premières espèces, bon, les premiers eucaryotes étaient des protozoaires. Des êtres, des cellules isolées qui flottent dans l'eau, qui se déplacent, elles peuvent se déplacer par des flagelles, elles peuvent se déplacer sur le fond par des pseudopodes. Vous avez dit que le cytoplasme pouvait contenir des fibres contractiles, donc il peut se déformer, former des pseudopodes, ça peut ramper, bon bref, toutes sortes de choses. Ce sont les protozoaires. Mais ensuite, il est allé plus loin, parce que ces cellules qui proviennent d'un œuf, elles se divisent. Mais ce sont des cellules sœurs jumelles, elles sont jumelles, elles ont exactement les mêmes chromosomes, les mêmes caractères. Eh bien, au lieu de se séparer, elles ont pris l'habitude de rester collées et de former des membranes. Et alors, à l'origine, ces membranes ont pu donner des êtres comme les hydres. Vous connaissez, il faudrait que je puisse dessiner ça. Regardez, ça fait une membrane. En français ou en anglais? Les petits êtres vivants. C'est vert. Vous voyez? Oui. Alors, ça fait un sac. Alors, les cellules sont là. Il y a des milliers de cellules. Elles sont mises les unes à côté des autres. Et ça fait une membrane.
La membrane externe qui se replie, qui fait des replis. Là, ça fait des tentacules. Là, il y a un orifice. Elle revient à l'intérieur, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle l'hydre. C'est le groupe d'animaux, l'un des groupes les plus primitifs qui soit. Alors l'hydre, elle a des tentacules, elle prend des petites particules qui flottent dans l'eau, elle les fait rentrer dans sa cavité. Ici, c'est une cavité digestive. Les cellules intérieures, ici, sont des cellules digestives. Les cellules extérieures sont des cellules protectrices. Il y a des cellules contractiles également, les tentacules peuvent bouger, l'animal peut se rétracter, etc. Voilà, il vit comme ça et il se nourrit. Et puis, quand il a bien profité, qu'est-ce qu'il fait? Il bourgeonne. Il fait une deuxième petite hydre. L'hydre grandit, puis ensuite elle se détache et elle va vivre sa vie. On appelle ce phénomène le phénomène de bourgeonnement. Ces animaux se reproduisent par bourgeonnement. Voilà. Tant qu'ils peuvent, vous voyez. Et puis naturellement, ils produisent aussi des gamètes et se reproduisent sur le mode sexuel, mais plus rarement. Alors, les coraux, par exemple, chez les coraux, eh bien, les bourgeons restent en contact des individus géniteurs et ça fait des colonies d'individus. Vous connaissez les coraux. Voilà. Mais alors, au stade suivant, le bourgeonnement s'inscrit dans dans l'histoire de l'espèce et il se produit dès le début de la vie. Dès le début. Il est programmé, génétiquement programmé. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'individu commence à se former comme ça. Comme l'île. Mais il fait un bourgeon. Il fait un autre bourgeon. Il fait un autre bourgeon. Encore un autre. La cavité centrale, elle suit le mouvement. Elle suit le mouvement. Qu'est-ce que ça fait, ça? Chenille. Ça fait un tube digestif. Ouais. Ça fait un tube digestif. Hein? Alors cet animal, il vit au fond de la mer, ou sur le bord. Il faut qu'il se déplace. Qu'est-ce qu'il va faire pour se déplacer? Des ondulations. Il peut se déplacer par ondulation, mais il va faire des petites pattes. Hein? Il va faire des petites pattes. Bon. Maintenant, il faut qu'il se déplace, mais il ne peut pas se déplacer n'importe où. Il faut qu'il voit où il se déplace. Qu'est-ce qu'il va faire pour voir où il se déplace? Hein? Des petites antennes pour capter. Voilà. Voilà, des yeux ou quelque chose. Bon, maintenant, pour manger, il faut qu'il détecte les proies. Donc, il va faire des petites cellules sensibles aux odeurs. Il va développer donc des organes d'essence. Mais ces organes d'essence, ils vont se retrouver en avant, puisque l'animal avance. Il découvre des domaines nouveaux en avant. Donc, les organes d'essence vont se mettre en avant. Maintenant, il faut que les pattes s'accordent avec les renseignements apportés par les organes d'essence. Donc, il faut une communication entre les yeux et les pattes. Comment elle va se faire, cette communication? Des nerfs. Hein? Par des neurones, des nerfs. Exactement. Voilà. Donc, ici, un proto-cerveau, un petit bout, un nerf ici, et là, une chaîne nerveuse ventrale. Une chaîne nerveuse ventrale, vous voyez, comme ça. Voilà. Ces animaux, ce sont les vers. Le ver de terre en est un exemple. Il y a beaucoup de vers marins. Ce sont des animaux encore très archaïques. Mais cette structure-là,
c'est celle de beaucoup d'autres animaux. Tous les animaux qu'on appelle des invertébrés descendent de cet animal. Quels sont les invertébrés que vous connaissez? Le calamar. Oui, alors les calmars font partie des mollusques. Mollusques, avec les lamellibranches, avec les escargots, les gastéropodes. Hein. Les calmars sont des céphalopodes, comme la pieuvre, les mollusques. Ensuite, le crabe. Oui, on a plein d'insectes. Les crustacés. Les crustacés. Ensuite, les mille pattes. Ouais. Ensuite, les araignées. Les araignées. Et ensuite, les insectes. Voilà, tous les invertébrés descendent de cet animal-là. Ils ont gardé la même structure. Par exemple, un mille pattes, pratiquement, c'est ça. Hein? Et un insecte, c'est pas tellement différent. Un insecte. Regardez la mouche. Vous voyez? Bon, il y a moins de pattes, d'accord. Il y a moins de segments. Mais les segments se sont ramassés. La tête, le thorax. Le thorax représente 3 segments soudés. L'abdomen, un peu plus, hein, soudé. Les pattes partent du thorax. Les ailes aussi. Mais le système nerveux, il est resté à peu près, il s'est condensé, mais il est resté structuré de la même façon. C'est-à-dire, vous voyez là, il y a un proto-cerveau dans la tête, il y a 2 filets nerveux qui enjambent l'ésophage pour rejoindre le système nerveux ventral qui commande aux pattes. C'est pareil, en plus condensé. C'est le même dispositif. On appelle ça le collier péri-ésophagien. Alors, naturellement, ces animaux, ils sont retrouvés au fond de l'eau. Imaginez un ver tout nu au fond de l'eau. Est-ce que vous seriez bien à votre aise à vivre comme ça, tout nu au fond de l'eau? Pas trop. Un petit ver comme ça, tout mou. Vous vous rendez compte, un poisson arrive, il le mange, il le gobe. Hein? Un coup d'oeil. Il y a plein de dangers sur le... Donc, ces animaux, il a fallu qu'ils se protègent. D'ailleurs, rien que les vagues qui peuvent les projeter contre les rochers, hein, au bord de l'eau, ça peut les abîmer, ça peut les blesser. Ouais. Il a fallu qu'ils apprennent à se protéger. Ceux qui sont restés comme ça à l'état de verre, c'est ceux qui ont appris à creuser des galeries dans le fond de l'eau. Ils existent toujours, des vers, des vases, des vers, des vases. Sans quoi, ils se sont protégés. Pour se protéger, comment faisaient les guerriers du Moyen-Âge pour se protéger des coups? Qu'est-ce qu'ils utilisaient? L'armure. L'armure, ou bien... Rapace. Ou bien... Bouclier. Le bouclier. Le bouclier, voilà. Le bouclier ou l'armure. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont choisi le bouclier, c'est une espèce de surface courbe, comme ça, du côté du danger, qu'on tourne du côté du danger, et qui laisse libre des mouvements de l'autre côté, vous voyez. C'est les mollusques. Ça a donné les mollusques. Les mollusques se sont fabriqués un bouclier de forme conique. Pourquoi conique? Parce que le cône, c'est la seule forme un petit peu arrondie et creuse qui peut grandir par le bord sans changer de forme. Or, changer de forme pour un animal, c'est changer d'identité. Hein, c'est plus la même espèce. Un animal doit garder sa forme. Alors, le cône, hein, comme le chapeau chinois, le cône, vous connaissez le mollusque, le chapeau chinois? C'est un cône, ça grandit par les bords. Oui. Bon, maintenant, il y a beaucoup de variants. Il y a des cônes beaucoup plus allongés. Il y a des cônes qui peuvent s'enrouler. Escargot. Il y a des cônes très ouverts, mais alors il y en a 2. Comme ça, les Saint-Jacques, les huîtres, les bivalves, les lamellibranches.
hein, l'huître, la moule, vous voyez. Ce sont des cônes, si vous regardez bien, ce sont des cônes qui sont ouverts, très aplatis, comme ça. Alors, les cônes enroulés en hélice, comme ça, hein, ce sont les gastéropodes, enroulés en spirale. La spirale, c'est dans un plan, hein, vous voyez, un tour de plus en plus grand. Ça, c'est les céphalopodes à l'origine, comme les ammonites. Les ammonites étaient enroulés comme ça. Hein, vous vous rappelez les ammonites, je vais montrer mon ammonite. Enroulé en spirale. Voilà. Et puis alors, naturellement, plus tard, ces mollusques, certains d'entre eux ont perdu leur coquille. Vous en connaissez qui ont perdu leur coquille? Les limaces. La limace. La limace. Ou encore le poulpe. Le poulpe. Alors, chez les poulpes, c'est intéressant. Les céphalopodes, c'est un groupe de mollusques intéressant parce qu'ils ont trouvé moyen de se faire une coquille avec des loges. Chaque fois qu'ils grandissent, de coquilles enroulées, je veux dire en spirale, chaque fois qu'ils grandissent, ils sécrètent une cloison, une nouvelle cloison. Des cloisons de plus en plus grandes, vous voyez, ils sont enroulés comme ça, et il y a des cloisons de plus en plus grandes. Et ces cloisons délimitent des loges. Ils habitent la dernière loge, la plus grande. Mais les loges anciennes, elles sont pleines d'air. Et cette coquille pleine d'air, ça fait, dans la mer, ça fait flotteur. L'animal flotte. Hein, alors que le gros bigorneau, lui, avec sa grosse coquille, est plaqué au fond de l'eau, l'ammonite, elle flotte. Elle flotte entre deux eaux. Et mieux que ça encore, dans ces loges, il y a un petit tuyau de chair qui traverse ces loges et que l'animal peut à volonté le remplir d'eau ou le vider d'eau. Et ce petit tuyau, quand il se gonfle d'eau, la coquille s'alourdit, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans l'eau et quand il vide d'eau, ça remonte. Il peut comme ça régler la hauteur de la profondeur de sa nage, son déplacement. Comment il peut fabriquer de l'air au fond de la mer? Ouais, non, il vient en surface, Oui, mais pour remonter à la surface, est-ce qu'il ne faut pas justement de l'air? Et puis, ils peuvent dégager de l'air par leur respiration aussi. Ouais, c'est ça. Ce petit tuyau de chair là peut dégager des molécules gazeuses. D'accord. Donc, oui, et alors, ces animaux-là, leurs coquilles, loin de les handicaper pour se déplacer, au contraire, leur a facilité le déplacement. Voilà. Malheureusement, ces ammonites, elles ont disparu toutes. Lorsqu'il y a 65 millions d'années, une grosse météorite est venue heurter la Terre, vous savez. Cette météorite, on sait maintenant qu'elle faisait 20 km de diamètre. Énorme, énorme. Elle est tombée au large du Mexique. Vous connaissez la péninsule de Yucatan? C'est là qu'elle est tombée. Et ça a provoqué une catastrophe écologique majeure. Ça a soulevé des milliards de tonnes de poussière qui ont fait le tour de la Terre et qui ont jeté la surface terrestre dans une espèce de nuit ininterrompue pendant des mois et des mois. Alors les végétaux ont périclité, les animaux n'avaient plus rien à manger, 70% des espèces ont disparu, dont les ammonites et dont les grands dinosaures du secondaire. C'est une catastrophe, ça. Voilà. Simplement, les ammonites ont laissé des descendants. Et ces descendants, c'est les seiches, les poulpes actuels. Eh bien, vous savez que les poulpes sont les invertébrés les plus intelligents qui soient. Oui. Parce que cette vie qu'ils ont eue, que leurs ancêtres ont eu, cette vie libre, vous voyez, de flotter, etc., disons, ça a développé leur cerveau. Un poulpe est capable d'apprendre très vite. On voit des expériences, on a fait des expériences. Vous leur donnez un crabe, par exemple, à manger. Bon, si sur ce crabe vous avez collé un carré blanc, s'il le mange, vous l'envoyez décharger électrique.
si vous mettez un autre crabe, un rond blanc, il le mange, rien. Très vite, il comprend qu'il ne faut pas manger les crabes avec un carré. Il le comprend très vite, très très vite. C'est incroyable. Voilà, bon, alors ensuite les insectes. Alors les insectes, eux, ils ont choisi l'armure, la solution de l'armure. L'armure, c'est bien parce que ça protège toutes les parties du corps de la même façon. C'est très efficace. Mais il faut l'articuler, sans quoi l'animal ne peut plus bouger. Il faut des articulations. Mais ça fige un petit peu l'animal, parce que il ne peut faire que des gestes qui sont possibles, hein, qui sont prévus par l'armure. C'est rigide, ça fait un insecte, vous avez vu un insecte qui se déplace, c'est rigide. Il est emprisonné dans un petit cercle d'action très limité. Et puis alors un autre inconvénient, c'est que l'armure ne grandit pas. L'animal est enfermé dedans. S'il veut grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer d'armure. Il faut muer. Il mue. C'est ce que font les crabes, les crevettes, les homards. Ils muent pour grandir. Ils changent de carapace. Les insectes, eux, ils ont trouvé un moyen plus astucieux. Tant qu'ils sont jeunes, ils restent à l'état de larve, chenille, par exemple. Et puis quand ils ont bien grandi, la chenille, elle mue facilement, pas de problème, c'est un cylindre. Et puis quand elle a bien grandi, qu'elle a fait sa taille adulte, elle subit une métamorphose, c'est-à-dire qu'elle retourne dans l'œuf, elle se fabrique un œuf à elle, un cocon, un deuxième œuf. Dedans, elle subit des métamorphoses et elle devient un papillon. Le papillon, lui, ne grandira plus, il n'aura pas à muer, il va simplement se reproduire. Il va chercher une papillonne pour s'accoupler et pour faire des petits. Voilà. Ça sera, puis après, il mourra. C'est comme ça. Alors, du point de vue intelligence, les insectes, on ne peut pas dire qu'ils soient intelligents. Ils sont mus par l'instinct. L'instinct, c'est un comportement figé, déterminé d'avance. Un insecte naît avec son capital d'instinct et c'est un programme qui va réaliser toute sa vie, il ne pourra pas en sortir. Il n'y a que les abeilles qui sont allées un petit peu plus loin sur ce chemin. Ce sont les championnes de ce côté-là, de l'intelligence des insectes, si on peut dire de l'intelligence des insectes. Et les abeilles, elles sont capables d'apprendre des itinéraires et d'apprendre leur environnement sur à peu près 3 km autour de leur ruche. Elles explorent leur environnement et elles le mémorisent. Et leurs sources de nourriture, elles savent les reconnaître. Et ça, elles sont capables d'apprendre. Elles ont même développé un langage. Quand une abeille ouvrière a trouvé une source de nourriture, elle revient à la ruche. Elle exécute une danse qui indique, par rapport au soleil, l'angle qu'il faut faire par rapport au soleil pour retrouver la source de nourriture. C'est curieux, ça. On a découvert ce code des abeilles au milieu du XXe siècle. Karl von Frisch a découvert ça, le langage des abeilles. C'est le mieux qu'elles aient pu faire. Alors voilà, donc toute la lignée des invertébrés. Mais ce n'est pas tout. À l'origine, je vous ai expliqué que ces animaux descendaient de petits vers qui rampaient sur le fond. Mais il y en a eu d'autres espèces de petits vers qui, eux, n'ont pas voulu ramper sur le fond. Ils se sont dit non, non, sur le fond, c'est trop dangereux. Je veux rester en suspension dans l'eau. Comment ils ont fait pour rester en suspension dans l'eau? Comment on peut faire pour rester en suspension dans l'eau? Vous voyez, le verre est plus lourd que l'eau, il descend, il tombe au fond. Il est plus lourd. La chair, c'est plus lourd que l'eau. On peut nager. Hein? On peut soit nager, soit faire des... On peut nager, mais c'est fatigant. Bah ouais. On ne peut pas nager 24 heures sur 24. Il faut trouver moyen d'alléger le corps. Pour alléger le corps, eh bien, ils se sont fait une petite vessie, un petit sac plein d'air, une petite dilatation de l'œsophage,
en sac, un sac plein d'air. On appelle ça la vessie natatoire. Et ça les a fait flotter. On fait rester entre deux eaux, du moins. Et ces animaux-là, ils ont pu se développer de l'eau, une petite ondulation du corps. Ils se déplaçaient. Ils se déplaçaient dans l'eau facilement. Ça a été l'ancêtre des, vous avez deviné, Poisson. des poissons, bien sûr. Alors, ces poissons, ils sont tout à fait différents. Ces poissons, je vais faire ça. Alors, toujours la bouche, les organes des sens, en avant du corps. Hein. Ils se déplacent ils ont des nageoires, nageoire dorsale, nageoire pectorale, nageoire anale, nageoire caudale. Non, des ondulations du corps. Les ondulations du corps, ce n'est plus les pattes ventrales. Le système nerveux, il va se former là, forcément derrière les yeux, un rudiment de cerveau pour analyser les informations. Et puis, toute une chaîne nerveuse qui fait tout le long du corps par le milieu et qui envoie des nerfs dans les muscles, tous les muscles du corps. Voilà. Un système nerveux comme ça, d'un seul tenant. Plus de collier périésophagien. L'ésophage, il est là-dessous. L'ésophage est en continuité avec la bouche, et puis il arrive à l'anus. Voilà. Avec des retenues, voilà. Le tube digestif est là-dessous. Le système nerveux est au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ces animaux des épineuriens. Ça veut dire épi, au-dessus, neurien, système nerveux. Système nerveux au-dessus du tube digestif. Épine. Alors, ces animaux, ils ont fait une découverte sensationnelle. Ils ont découvert le tissu osseux, l'os. L'os est un matériau composite. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un matériau composite? C'est un alliage? Oui, pas un alliage, enfin, c'est une association entre un matériau fibreux, tenez, c'est le béton armé, par exemple. Vous avez les tiges de fer et vous avez le béton. Les tiges de fer assurent la résistance à la traction et le béton, lui, assure la résistance à la compression. Ça fait des matériaux qui résistent dans tous les sens. Vous voyez? Un matériau composite, c'est ça. Ils ont découvert le tissu osseux avec les fibres de collagène. Je vous ai parlé du collagène, ces fibres qui résistent, dont on fait le cuir, très solides pour résister contre la traction. Et puis des cristaux de phosphate et de carbonate de calcium pour la résistance à la compression. Le tout mélangé, ça fait de l'os. Alors avec ces os, les poissons, ils se sont fait une véritable, ils se sont fait des os pour protéger leur tête, et puis des colonnes vertébrales. Je dessine mal là, je suis en mauvaise position. Vous voyez, toute une série de vertèbres avec des prolongements, des arêtes, prolongements comme ça. Vous voyez, tout un squelette interne. Alors le squelette, c'est merveilleux parce que ça tient le corps, ça lui donne de la solidité, mais en plus, contrairement à la carapace des insectes, ça peut grandir. Quand l'animal grandit, ça grandit avec l'animal, parce que l'os est un tissu vivant. Il y a des cellules vivantes dedans. Il grandit avec l'animal. C'est merveilleux. Plus besoin de muer. Alors voilà, les poissons, ils ont découvert. Vous voyez, toujours le progrès, c'est toujours souvent permis grâce à une protéine nouvelle. Je dis que les formules des protéines étaient très improbables. Ils ont découvert par hasard, sans doute, cette protéine fibreuse
Voilà ce qu'ils en ont fait. Et ça a permis de construire leur corps, de faire un squelette. Alors les poissons, maintenus par ce squelette, ils sont, je veux dire, très gros. Hein, il y a de très gros poissons. Bon, à l'origine, il y avait les poissons étaient, avant la découverte de l'os, ils étaient cartilagineux, comme les requins, les raies, vous voyez. Mais ça, c'est pas allé très loin. Mais dès qu'ils ont découvert la formule de l'os, là, ça a pu progresser. Alors, ça a pu progresser jusqu'à ce que certains poissons qui avaient mis des os dans leur nageoire pelvienne, leur nageoire anale, ils avaient mis des os, ces poissons-là, ils ont pu, vous voyez, se traîner comme ça sur le sol et s'aventurer un petit peu en dehors de l'eau. Ces poissons-là, vous avez entendu parler du sélacanthe, non? Oui. Le sélacanthe, c'est un poisson comme ça, à grosse nageoire pectorale, osseuse, qu'on a trouvé dans l'eau, dans le canal du Mozambique. Et ben c'est un descendant de ces poissons-là, un descendant qui vit toujours actuellement, c'est ancêtre. Et ces animaux-là ont pris l'habitude de se traîner sur le sol et ils sont devenus amphibies. On les appelle les amphibiens. C'est les grenouilles, c'est les crapauds, les salamandres, les tritons. Les animaux qui ne sortent jamais beaucoup de l'eau longtemps, ils sont toujours obligés de retourner à l'eau plus ou moins, au moins pour se reproduire, parce qu'ils pondent des œufs dans l'eau. Mais voilà, ça a donné ces animaux-là. Mais ils ne peuvent pas s'éloigner parce que leur peau est toujours humide. Leur peau est imbibée d'eau. Ils mettent du mucus dessus pour l'empêcher de se dessécher. Ce n'est pas très efficace. Donc ils ne peuvent pas mettre un crapaud en plein soleil au milieu d'une route goudronnée, il meurt. Il ne peut pas atteindre. Il meurt, il se dessèche. Ils ne peuvent pas vivre loin de l'eau. Et jusqu'au jour où certains batraciens inventent encore une protéine nouvelle, une protéine riche en soufre. Je vous ai dit que le soufre peut s'accrocher au soufre pour faire des liaisons très très fortes. Ça a donné la corne. Alors ces animaux-là, ils ont recouvert leur épiderme d'une couche de corne. Ça fait des écailles, bon, c'est pas très beau, mais la corne est imperméable. Ils étaient protégés contre des sèchements. Ils ont pu aussi faire avec la corne faire des griffes, ce qui a permis à leurs pattes de s'accrocher au sol et de grimper. Et ça a donné quels animaux? Les reptiles? Les reptiles, bien sûr. Les reptiles avec les écailles. Et ça a été un succès phénoménal. Au début de l'ère secondaire, les reptiles ont commencé à l'apparition, simplement pour être parfaitement adaptés à la vie terrestre. Encore fallait-il qu'ils sachent pondre des œufs sur terre et non pas dans l'eau. Ben, ils ont inventé la coquille de l'œuf. Les œufs à coquille calcaire. C'est eux qui ont inventé ça. Et dans cet œuf, ils ont mis d'avance toute la nourriture qu'il fallait pour nourrir l'embryon. Ça fait de gros œufs, avec un jaune à l'intérieur, un blanc autour. Bon, puis une membrane qui va garder l'eau. Mais la coquille est quand même assez perméable à des petits pores qui laissent passer l'air, l'oxygène. Donc, le bébé reptile qui est dans son œuf peut quand même respirer. Donc, il a sur place toute la nourriture qu'il faut pour vivre. Il vit dans un milieu liquide, parce que tout embryon a besoin d'un milieu liquide pour survivre. Et il peut respirer. Et donc, il sort de l'œuf, tout fini, achevé, petit, mais achevé. Un petit dinosaure miniature, achevé. Vous voyez ? Et alors, ces animaux-là, à l'ère secondaire, c'était les rois de la nature. Ils ont mangé. Alors, il y avait des forêts, bien sûr. Les végétaux, j'en ai pas parlé, mais ils se sont développés de la même façon. D'abord dans l'eau, puis sur terre. Et sur terre, ils ont donné des naissances à des arbres énormes. Bon, des arbres un petit peu archaïques, comme les sapins actuels, les araucarias, vous voyez, des arbres un petit peu simplistes, à forme géométrique. Mais c'était des arbres. Et ces animaux-là, ils se sont goinfrés. Il y avait beaucoup à manger,
partout, ils se sont goinfrés. Résultat, ils sont devenus énormes, gigantesques. Hein, les dinosaures, hein, des tonnes, 80 tonnes, des poids considérables. Les os, les pattes, les os des pattes étaient très gros, ils supportaient ces pressions. Simplement, quand la grosse météorite est tombée à la fin de l'ère secondaire, il y a 65 millions d'années, et que les arbres n'ont plus pu respirer et faire leur photosynthèse, quelles ont été les premières victimes de cette catastrophe? Ça a été ces gros dinosaures. Pourquoi? Parce qu'il devait en manger un paquet de... Et il fallait qu'ils mangent des tonnes de végétaux chaque jour pour vivre. Et les tonnes de végétaux, elles avaient disparu. Seuls ont survécu les petits, pas plus de 10 kilos, à la limite. Ceux qui avaient un petit appétit, qui pouvaient se contenter de petites choses. Les ancêtres des reptiles actuels, des tortues, des lézards, des crocodiles, voilà, des serpents, les ancêtres des reptiles actuels. Mais aussi quelques petits dinosaures qui étaient couverts de plumes et qui sautillaient partout. Et ces petits dinosaures, à l'ère tertiaire, se sont développés et ils ont donné naissance aux rongeurs, non, aux oiseaux. Aux oiseaux, ils avaient des plumes. Aux oiseaux. Aux oiseaux, bien sûr. Ils ont donné naissance aux oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures emplumés. Mais pendant la secondaire, il y avait aussi des petits animaux qui avaient changé. C'était des petits reptiles, mais des petits reptiles qui avaient transformé leurs écailles en poils. En poils. Et ils avaient appris à garder leur œuf, les femelles avaient appris à garder leur œuf dans leur utérus, à le protéger plus longtemps. Et le petit naissait vivant, tout vivant. Ils étaient devenus vivipares. Et ces petits animaux, ils avaient appris aussi, ils avaient transformé certaines glandes, des glandes de sudoripare, de la sueur, vous savez, des glandes de la sueur, des glandes sébacées. Les glandes sébacées, c'est des glandes qui sécrètent la graisse des poils, hein, le sébum, une sorte de graisse, des glandes sébacées. Ils avaient transformé en glandes à lait, en glandes mammaires. Et ces petits animaux nourrissaient leurs petits avec le lait. Ce qui fait que le petit naissait à peine achevé, mais il pouvait continuer à se développer grâce au lait qui leur apportait tous les éléments nécessaires à se développer. Et ces petits animaux, bien, ce sont des porteurs de mamelles, comment vous les appelez? Des mammifères. Exactement, des mammifères, mamma en latin, mamelle, ferro en latin, porter, porteurs de mamelles. Ce sont des porteurs de mamelles. Et alors, ils étaient tout petits comme des rats. Ils risquaient pas de grandir parce que la place était occupée par les grands dinosaures. Hein. Les grands dinosaures occupaient tout le volume. Il fallait qu'ils restent discrets. Il fallait qu'ils sortent la nuit, pas le jour, hein, pour ne pas se faire voir, pour ne pas se faire manger, etc. Mais quand la grosse météorite est tombée et que les gros dinosaures ont disparu, que la place a été libérée, eh bien les oiseaux et les mammifères se sont développés. Et l'ère tertiaire a été l'ère des oiseaux et des mammifères. Les mammifères se sont développés, ils se sont diversifiés. Ils ont appris à nager, mammifères aquatiques, la baleine, les dauphins, etc., les cétacés. Ils ont appris à voler, la chauve-souris, hein, comme les oiseaux. Ils ont appris à sauter, comme le kangourou, etc. Toutes sortes de modes de vie différents. Ils ont occupé tout l'espace. Ils se sont spécialisés dans toutes sortes de formes de vie différentes. On appelle ça des niches écologiques. Ils ont occupé toutes les niches écologiques possibles et imaginables. Mais de ce fait, ils se sont déformés. Par exemple, le cheval, il n'a plus qu'un doigt au bout des pattes, un doigt. Les autres doigts se sont atrophiés. La vache, 2 doigts, pas plus, les autres doigts sont atrophiés. Les dents, la vache, elle n'a plus d'incisives, elle n'a plus de canines, elle a que des molaires, hein, de grosses molaires, elle voit.
Vous voyez, le cheval, c'est pareil, à peine les canines, très peu. Il a de grosses incisives, mais les dents sur... Les lapins, ils ont des dents à croissance continue, des incisives à croissance continue, ils n'ont pas de canines. Vous voyez, ils ont perdu en se spécialisant. La baleine, elle n'a plus de pattes, plus de jambes, plus de bras, plus de jambes. Et elle a que des nageoires, etc. Elle n'a plus de dents, la baleine, d'ailleurs. En guise de dents, elle a des fanons qui sont des poils agglutinés. Donc, les adaptations diverses ont fait que ces mammifères, comment dire, ils ont perdu certains organes. Sauf un groupe de petits mammifères qui avaient choisi de grimper aux arbres. Grimper aux arbres. Alors, ils ont développé, vous voyez, ils ont développé cet organe-là. La main, un organe de préhension. Vous voyez, avec 4 doigts qui font opposition au pouce. Ça permet de saisir quelque chose, d'attraper les branches d'arbres, comme ça. Seulement, ils ont été obligés de développer leur vue aussi, parce que pour sauter d'une branche à l'autre, il faut bien évaluer la distance. Ça, vous ratez votre coup, vous tombez par terre, vous vous tuez. Hein? C'est vital. Alors, leurs yeux ont migré sur le devant de la face pour former une vision binoculaire. Vous voyez? C'est-à-dire, la même chose, vous les voyez avec l'œil droit et l'œil gauche en même temps. Et le cerveau compare les 2 images et interprète les petites différences et ça lui donne le renseignement de la distance exacte. Vous voyez, quand vous déplacez la tête comme ça à droite et à gauche, vous voyez les objets qui se déplacent. Donc, votre œil gauche, votre œil droit ne voit pas les choses placées de la même façon. Et votre cerveau automatiquement interprète ces petites différences pour vous les faire ressentir comme le relief et comme la distance réelle des objets. Hein? Ça a été une invention de ces animaux-là. Vous avez deviné que ces animaux-là, ce sont les singes, évidemment, nos ancêtres. Et puis alors, évidemment, ces animaux ne sont pas contentés de vivre dans les arbres. Certains sont descendus des arbres. Peut-être parce que certaines forêts se sont clairsemées, le climat a changé, les forêts sont devenues des savanes, c'est-à-dire des grandes étendues, des prairies avec des grandes herbes. Et les singes donc ont appris à marcher avec leurs pattes postérieures. Ils se sont redressés et avec leurs mains, au lieu de saisir des branches d'arbres, ils ont saisi des cailloux qu'ils ont entrechoqués. Ils en ont fait des outils. Ils ont saisi des bâtons, bien sûr, hein, pour se défendre, pour attaquer, pour chasser les animaux. Avec les pierres, ils se sont fait des outils tranchants. Ils ont attaché avec des lianes ces pierres à des bâtons pour faire des haches, etc. Et voilà comment peu à peu, ces singes sont devenus des êtres humains. Leur cerveau s'est développé de ce fait très très vite. En 2 millions d'années, le cerveau de ces singes a triplé de volume. De 400 cm3, c'est passé à 1200 cm3. Triplé de volume en 2 millions d'années seulement. Vous vous rendez compte? Voilà à peu près donc l'histoire de cette vie eucaryote. Vous vous rendez compte? C'est une aventure extraordinaire. Hein. Cet homme existe, l'homme moderne existe depuis à peu près 200 000 ans. À peu près 200 000 ans, l'homme moderne. Avant, il y avait en Europe d'autres hommes qui étaient venus d'Afrique. C'est l'Africain, le berceau de l'humanité, c'est le continent africain. Mais ces hommes ont quitté l'Afrique plusieurs fois de suite. Les hommes, les pithécanthropes par exemple, les pithécanthropiens ont quitté déjà l'Afrique. Il y en avait en Europe, il y en a eu en France, hein, il y a plus d'1 million d'années. Et puis après, ces pithécanthropiens en Europe se sont transformés en hommes de Néandertal. L'homme Néandertal avec déjà un bon cerveau, hein. Déjà 1400 à peu près centimètres cubes. Mais un cerveau un peu plus, comment dire, moins développé sur la partie frontale. C'est des êtres sans doute un peu moins imaginatifs que l'homme moderne. Et puis il y a 35 000 ans, c'est l'homme moderne qui est arrivé en Europe, l'homme de Cro-Magnon.
35 000 ans à peu près. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Néandertal a disparu, mais on sait qu'il y a eu des hybridations quand même. Il y a eu des échanges de gènes entre l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Il y a eu des échanges. On pense qu'à peu près 2% de nos gènes proviennent de l'homme de Néandertal. Oui, oui, probablement. Vous voyez. Enfin voilà, bon, l'histoire de nos ancêtres. Voilà, vous avez des questions à poser? J'en avais une, j'ai oublié. Non, moi, c'est quand même très clair. Hein. Ouais. C'est très clair. Hum, On constate donc que la lignée humaine est la seule lignée vivante ayant développé une intelligence. La raison en est simple. Il fallait pour cela que, dans l'arbre de la vie, nos ancêtres aient choisi à chaque ramification la bonne direction. Ainsi, nous sommes les descendants des cellules eucaryotes qui, au risque de connaître la disette, voire la famine, n'ont pas incorporé de bactéries chlorophylliennes, échappant par là au sort des végétaux, implacablement voués à l'immobilité et à l'inconscience d'une vie fixée au sol. Nous sommes les descendants de ces ancêtres fermiformes qui ont refusé de se laisser tomber sur le fond des eaux, sans quoi nous serions devenus des hyponeuriens, avec un système nerveux partagé en deux parties par le tube digestif, et donc inaptes à se condenser en un gros cerveau, capable d'intégrer de manière intime une sensibilité et une motricité. De plus, un gros cerveau ne peut être supporté que par un grand corps, ce qui est incompatible avec le port d'une coquille ou d'une carapace. Nous sommes les descendants de ces vertébrés terrestres qui ont développé un placenta et des glandes mammaires et qui ont pu de ce fait offrir à leur progéniture le gîte et le couvert pendant tout le temps nécessaire à la construction de leur gros cerveau. Nous sommes les descendants de ces mammifères qui ont refusé les adaptations irréversibles à un seul aliment ou à un seul milieu de vie. Notre denture, restée complète, nous permet de manger de tout, et notre main à 5 doigts de tout faire. Comme on le voit, nos ascendants ont toujours recherché, sur le chemin de la vie, la voie qui leur offrait la plus grande autonomie. Si bien on peut considérer l'épanouissement de l'intelligence à l'extrémité du rameau humain comme le couronnement de cette longue quête de liberté. Être intelligent, c'est en effet être capable de réagir de manière appropriée à n'importe laquelle des situations, si exceptionnelles soient-elles. L'intelligence s'oppose en cela à l'instinct, qui enferme l'insecte dans un petit cercle d'automatisme préformé et le cantonne par conséquent à un milieu de vie restreint et prédéterminé. Tout au contraire, c'est le monde entier qui s'ouvre à l'homme s'il sait exploiter toutes les ressources de son intelligence.